Si vous ne vivez pas dans une grotte depuis une semaine, vous savez forcément que Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Cette élection va avoir des très forts impacts économiques pour les États-Unis déjà, mais aussi le monde entier, allant des taux d'intérêt, de la croissance, du développement, du commerce international, mais aussi les frais de douane. On peut aussi regarder les cryptos, le marché equity, le pétrole, l'or, bref, tous ces sujets-là, on va les regarder dans cette vidéo. On va analyser ce que cette nouvelle élection peut avoir comme impact futur sur le monde économique. Trump 2.0 vient d'être élu et nous connaissons son programme. Alors bien évidemment, c'est une continuité à ce qu'il a pu faire il y a 4 ans, mais durant sa campagne, il a pu l'étayer un petit peu. Alors sur son programme, on va prendre plusieurs points qui peuvent avoir des impacts très importants sur l'économie mondiale en termes généraux. Alors même des conséquences un peu insoupçonnées qu'on va regarder dans cette vidéo. Pour étudier ce programme, on va se baser sur quelques points. Déjà, le premier, c'est le protectionnisme américain, donc développer l'économie américaine et la protéger quoi qu'il en coûte. On va aussi regarder les tarifs douaniers qui devraient potentiellement augmenter, pas forcément que pour la Chine, mais aussi pour tous les autres produits. L'expulsion des migrants, alors c'est pas forcément l'expulsion des migrants juste ça, mais plutôt le fait qu'il y aurait moins de main-d'œuvre pas chère qui va rentrer aux États-Unis dans le futur. Et on va aussi parler des coupes budgétaires. Je voulais commencer par peut-être les deux principales mesures slash idées qui vont avoir pour moi le plus gros impact sur l'économie mondiale et sur ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors, ce sont des mesures slash idées. La première, ce sont les droits de douane qui devraient fortement augmenter sous Donald Trump. Et en même temps, ça marche un peu en binôme, c'est le protectionnisme américain. Alors les droits de douane, c'est pas quelque chose de nouveau. Même sous l'administration Biden, il y a eu des droits de douane très importants qui ont été mis en place pour protéger des pans de l'économie américaine. Le principal exemple qu'on connaît tous, ce sont les voitures électriques chinoises qui ont été produites en nombre en Chine et qui sont vendues à rabais dans le monde occidental, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, pour protéger les constructeurs américains, qui eux aussi produisent des voitures, mais à un coût plus élevé que les Chinois, bien évidemment, ils ont imposé un droit de douane exceptionnel, que pour les voitures électriques, de 100%. Donc quand les États-Unis importent un véhicule chinois, il y a un droit de douane de 100% du prix de la voiture électrique chinoise. Ce qui fait que, au final, le prix de la voiture électrique chinoise n'est pas si intéressant par rapport à une voiture électrique qui a été produite aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier point, c'est de se dire que les droits de douane, ce n'est pas nouveau et c'est mis en place de manière habituelle. Aux États-Unis, les droits de douane sur les voitures électriques chinoises, c'est 100%. En Europe, c'est beaucoup moins, on est autour de 40%, je crois. Donc, c'est pour protéger. Ce que veut faire et ce que veut mettre en place Donald Trump, c'est déjà des frais de douane planchers minimum pour tous les produits qui sont importés aux États-Unis. Donc, que ce soit un produit qui vient de France, de Chine, d'Australie ou du fin fond de la Russie, il y aura des frais, du moins dans son idée, il y aura des frais de douane minimum entre 10 et 20%, c'est encore à préciser. Donc on a déjà ce premier point, et après, sur certains produits en provenance de certains pays, il pourrait y avoir des frais de douane encore plus importants. Par exemple, la Chine, qui n'est clairement pas l'ami de Donald Trump, il réfléchit à mettre des frais de douane minimum pour la Chine de 60%. Donc tout ça, on pourrait se dire, ok, c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'il veut vraiment protéger l'économie américaine, et c'est quoi son objectif derrière? C'est de se dire que, étant donné que les produits qui seront importés seront plus chers, ça va développer ces acteurs-là directement aux États-Unis, parce qu'ils n'auront pas ces frais de douane qui seront imposés dessus. Donc ça va créer un tissu économique industriel aux États-Unis. Potentiellement des secteurs qui n'étaient pas rentables vont le devenir, parce que les Américains vont continuer à consommer des produits qu'ils avaient l'habitude de consommer, qui venaient des autres pays du monde. Et donc ça va développer l'économie. Donc ça, c'est un peu l'objectif de Donald Trump. Le revers de tout ça, c'est que les Américains vont continuer à consommer. Et tout ce tissu économique ne va pas se développer en 2 jours. Ce qui va faire que les produits qui seront importés seront juste plus chers pour les Américains, et donc il y aura de l'inflation. Et c'est bien ça tout le sujet un peu de cette vidéo, le fil rouge, c'est de se dire que tout ce qu'il va mettre en place, même s'il dit qu'il veut combattre l'inflation, toutes ces mesures vont pousser vers plus d'inflation parce que tous les produits, et il y a énormément de produits qui sont importés, vont coûter
directement plus cher. Alors ça, c'est l'impact pour les États-Unis. L'impact pour les autres pays, c'est potentiellement moins de ventes aux États-Unis, parce que même si les Américains vont garder leur habitude, quand tu payes minimum 10-15% plus cher ton produit, tu as peut-être tendance à baisser ta consommation, donc ça peut avoir un impact négatif sur les ventes des autres pays, entre autres de l'Occident, et ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour nous. Pour vous donner un exemple, on avait eu, durant la première présidence de Trump, on avait Macron qui voulait augmenter certains droits de douane de produits qui étaient importés depuis les États-Unis. Ce qu'a fait Donald Trump, c'est qu'il a imposé des frais de douane beaucoup plus importants sur les spiritueux français. Alors, les spiritueux en règle générale, mais surtout la France. Et donc, ça fait que la France se fait totalement avoir parce que les États-Unis ont mis des droits de douane totalement aberrants, c'était 25% sur les spiritueux. Ce qui fait que leurs ventes ont fortement baissé, leurs marges des Français ont fortement baissé, et donc potentiellement, si cette situation continuait dans le futur, certains producteurs auraient pu mettre la clé sous la porte. Donc c'est bien pour montrer que on a déjà eu ces exemples durant la première présidence de Donald Trump où il avait augmenté les frais de douane des spiritueux européens. Il y avait un accord qui a été pris après qui a fait que ces frais de douane sont redevenus à la normale. Donc, tout est revenu normalement. Mais avec Donald Trump qui revient, on a cette incertitude qui revient. Et donc, à l'élection de Donald Trump, le secteur des spiritueux européens recule en bourse, tout simplement parce que les perspectives sont instables et le marché n'aime pas l'instabilité. L'autre point qui est très intéressant à regarder et qui est arrivé juste après l'élection de Donald Trump, même si le marché avait bien anticipé sa victoire, c'est le fait que le dollar grimpe. Le dollar prend de la force, le dollar devient de plus en plus intéressant. Alors même s'il l'était déjà pas mal, il continue dans cette dynamique. Alors pourquoi? On a deux gros points, même s'il y en a plusieurs, mais qu'on va regarder dans cette vidéo. Le premier, c'est les frais de douane. Les frais de douane, entre autres, et du moins toute cette politique inflationniste, va faire que l'inflation va augmenter, et l'arme pour contrer l'inflation des banques centrales, donc de la Fed, ce sera soit d'augmenter les taux, mais étant donné que les taux sont relativement élevés actuellement, on serait plutôt dans une stabilisation des taux, ou du moins dans des perspectives de baisse qui seront inférieures à ce qu'on a pu connaître durant les dernières semaines. Donc on a une Fed qui a des taux élevés. Ça, c'est historique. Les États-Unis ont des taux plus élevés, par exemple, que l'Europe. Mais les perspectives de baisse des taux vont baisser à cause de Donald Trump et du fait que l'inflation pourrait se maintenir à des niveaux supérieurs à l'objectif de la Fed. Donc, on a d'un côté une monnaie qui a des taux d'intérêt qui vont rester relativement stables et élevés, le dollar. Et de l'autre côté, on a des monnaies comme l'euro, avec des taux d'intérêt qui commencent à baisser énormément parce qu'on a une inflation qui est dans les objectifs en Europe, et on a une économie qui se comporte pas très bien, donc la BCE, la Banque Centrale Européenne, relâche la pression pour essayer de faire relancer l'économie. Donc on a un peu ces deux dynamiques entre l'euro et le dollar, et donc le dollar, étant donné que ça a des taux d'intérêt plus élevés, devient plus intéressant pour les investisseurs, et comme c'est de l'offre et de la demande, le dollar grimpe en valeur. Deuxième point à regarder, c'est d'un côté donc les taux d'intérêt qui resteraient plus élevés, ou du moins les perspectives sont plus élevées que d'autres taux. Et de l'autre côté, étant donné que Donald Trump a été élu, qu'il a le Sénat, qu'il a la Chambre de représentants, c'est-à-dire qu'il a les pleins pouvoirs pour faire ce qu'il veut, et il veut énormément développer l'économie et, ce qu'il a dit, potentiellement baisser les impôts sur les banques, sur les entreprises. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de dettes. Qui veut dire plus de dettes, plus d'instabilité sur le remboursement, des perspectives de remboursement moins bonnes, et donc un risque plus important. Voilà. Et donc, des taux d'intérêt aussi qui augmentent, et encore une fois, le dollar grimpe. Donc, toutes ces choses-là sont assez intéressantes, et quand on compare la valeur avec l'euro, par exemple, actuellement, on est euro-dollar, on est à 1,07, donc pour 1 euro, on a 1,07 dollars à peu près. Alors, c'est pas forcément le plus bas sur les dernières années, parce qu'on est descendu vraiment très très bas au niveau de la parité sur l'euro-dollar, mais ça montre bien cette dynamique que le dollar prend de plus en plus de force et qu'il se rapproche de la parité avec l'euro. Alors, vous allez me dire, très bien, le dollar est fort, bon, l'euro-dollar a tendance à baisser, mais quels sont les vrais impacts? Les vrais impacts, c'est que quand vous avez une économie, une monnaie forte, ça va jouer sur d'un côté vos importations et de l'autre côté vos exportations. Prenons par exemple l'exemple des touristes. Un touriste européen
va aux États-Unis. Il y a quelques années, on avait un euro-dollar à 1,24. Donc 1 euro, ça faisait 1,24 dollars. Donc pour les touristes européens, ou du moins les touristes en dehors des États-Unis, aller aux États-Unis coûte plus cher. Parce que maintenant, ce n'est pas 1 euro est égal à 1,24 dollars, c'est 1 euro est égal à 1,07 dollars. Donc dans ce sens-là, c'est un peu moins intéressant. Donc potentiellement, les touristes qui viennent aux États-Unis ont un pouvoir d'achat moins élevé. A l'inverse, les touristes américains qui vont dans les autres pays, par exemple en Europe, ont un pouvoir d'achat plus élevé et donc ils peuvent dépenser un peu plus dans les autres pays. Donc pour le tourisme, c'est pas forcément très bon pour les États-Unis, mais c'est relativement bon pour les autres pays, par exemple l'Occident. L'autre impact, qui est un peu en rapport avec ce qu'on a pu regarder avec les touristes, c'est les importations-exportations. Quand on a une monnaie forte, donc quand on a par exemple le dollar qui se rapproche vachement de la parité avec l'euro, ou du moins que le rapport diminue, et ben ça va favoriser les importations et défavoriser les exportations. Alors pourquoi? Tout simplement, on peut reprendre l'exemple des touristes. Pourquoi ça a favorisé les importations? Parce que, tout simplement, les touristes américains, quand ils vont en Europe, c'est moins cher, et ben c'est pareil avec les importations. Si on importe des produits européens, la différence qu'on avait entre l'euro-dollar est moins importante, et donc ils vont acheter moins cher des produits occidentaux. De l'autre côté, les exportations sont moins bonnes parce que les autres pays vont devoir payer plus cher que d'habitude ces produits américains et donc ça peut freiner l'exportation. Et c'est ce qu'on dit, si on a une monnaie forte, alors c'est ce qu'a connu l'euro au début de l'euro, par exemple 2007 on avait une monnaie forte par rapport au dollar, et ben ça pose beaucoup de problèmes pour aller gratter des parts de marché, tout simplement parce que même si votre produit il est resté à prix égal, le rapport entre les deux monnaies a changé et donc historiquement ça coûte plus cher et donc des produits d'autres entités, d'autres pays qui n'ont pas cette dynamique sur leur monnaie, et ben, vont devenir un peu plus intéressants. Pour se représenter la force du dollar, vous pouvez bien évidemment regarder la paire euro-dollar, mais aussi le DXY, qui est tout simplement une mesure de la force du dollar par rapport à d'autres devises dans le monde entier. C'est un panier de devises, et dedans, on a par exemple 56% d'euro-dollar, après on a du chinois, on a du japonais, bref, on a un peu toutes les monnaies pour se rendre compte de la force du dollar par rapport à toutes les autres, et actuellement, on est dans une dynamique assez haussière. Pour reparler un petit peu des taux, on a Jérôme Powell, donc le directeur de la Banque centrale, qui gère les taux pour gérer l'inflation, qui a été vivement critiqué par Donald Trump pour son inaction par rapport à l'inflation. Donald Trump avait même dit, s'il arrivait à la Maison-Blanche, qu'il allait demander à Jérôme Powell de partir, ou du moins pas forcément demander, mais y aller, en sachant que la Fed est une entité indépendante par rapport à la présidence américaine, donc Donald Trump ne peut pas forcément faire grand-chose, et Jérôme Powell, dans sa dernière réunion, a reprécisé qu'il ne partira pas si Donald Trump lui demande. Dans cette même réunion, il a décidé de baisser les taux, ce qui était prévu parce que l'inflation baisse, et les chiffres économiques sont très bons. Donc on avait 97% de chances de baisse de taux court terme, mais quand on regarde les taux un peu plus long terme, donc plus voir à l'économie au long terme de l'Amérique, par exemple quand on regarde les taux 10 ans américains, ce qui donne un aperçu un peu plus sympa, ou du moins un aperçu un peu plus clair de la politique que pourrait avoir Donald Trump et ses impacts sur l'économie, et ben on se rend compte qu'on est dans une dynamique très haussière depuis quelques semaines, depuis le moment où le marché commence à presser le fait que Donald Trump aurait pu gagner l'élection, et donc, et même sur les derniers jours, au moment de l'élection de Donald Trump, les taux ont explosé à la hausse, c'était assez impressionnant pour l'avoir vécu. Donc voilà, cette dynamique haussière sur les taux long terme. Sur les taux court terme, avec la BCE, ça a tendance à baisser parce que les chiffres sont bons. Mais voilà, il faut savoir que les perspectives de baisse pourraient baisser et que les taux un peu plus long terme devraient augmenter, d'où la force du dollar, ce que je vous ai expliqué juste avant. On sort des taux et on va plutôt sur les actions. Alors les actions, c'est vraiment le nerf de la guerre sur la bourse que vous connaissez tous et bien évidemment, c'est impacté par l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce que veut faire Donald Trump? Donald Trump veut, comme je vous ai dit, faire du protectionnisme, mettre des droits de douane. Donc il veut favoriser les entreprises américaines. Donc, logiquement, les entreprises américaines et les indices américains se portent bien. Et quand on regarde le S&P 500, qui est le plus gros indice boursier américain avec les 500 plus grosses entreprises américaines, et bah on se rend compte que déjà on était sur une très belle dynamique haussière, on était aussi sur des points jamais atteints,
et qu'avec l'élection de Donald Trump, ça a encore fait péter tous les compteurs. On est à des niveaux jamais vus parce que l'économie américaine se porte bien et que les perspectives pour les entreprises américaines sont plutôt positives. Alors pour aller un peu plus dans le détail, avoir un peu plus de granularité, les entreprises qui fonctionnent bien évidemment on a Tesla avec Musk qui a beaucoup soutenu. On a les entreprises de la défense, donc on peut penser à Lockheed Martin, on peut penser à Rolls-Royce qui fait des moteurs. Alors Rolls-Royce c'est pas américain, mais ils font des moteurs pour l'armée. Donc les actions de défense en règle générale fonctionnent bien. Rheinmetall, Lockheed Martin, on peut aussi regarder Airbus, même s'ils ont des petits problèmes, ils ont une composante armée. On a aussi les banques qui fonctionnent bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des potentielles perspectives de baisse de taxes et de dérégulation dues à Donald Trump. Donc les banques fonctionnent bien. Donc Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, on peut aussi parler de Citi pour les banques américaines. On a les constructeurs automobiles qui sont plutôt positifs. Alors les constructeurs automobiles classiques et les constructeurs automobiles électriques comme Tesla. Les autres concurrents de Tesla ne sont pas aussi bien que Tesla. Alors Tesla, je pense qu'il y a un peu l'effet Musk qui fait que c'est très bien, mais historiquement, on a quand même Trump qui n'était pas forcément un pro filière électrique. Ce sera à voir dans les prochains jours. Sur les actions qui vont plutôt à la baisse, ça reste plutôt logique. Ce sont les actions déjà hors Amérique, européenne, donc on peut parler des spiritueux par exemple, mais aussi, et bien évidemment, les actions écologiques. Et là, on a par exemple, si on descend un petit peu, on a SolarEdge qui est un des leaders sur les panneaux solaires qui a beaucoup perdu. On a l'éolien en mer, leader mondial, Ørsted, qui a aussi fortement baissé de plus de 12%. Donc les actions, que ce soit américaines ou européennes, sur le renouvelable ont fortement baissé. Et on a aussi les valeurs, comme je vous ai dit, qui vont aller distribuer des produits aux Américains. Donc que ce soit de l'automobile, que ce soit les valeurs maritimes, parce que si on a un protectionnisme américain et si les exportations américaines baissent, si on a des frais de douane entre la Chine et les États-Unis, c'est-à-dire que la Chine va moins envoyer de produits à la Chine, donc le trafic maritime mondial devrait baisser, donc les actions liées au trafic mondial, comme Maersk, qui est un des plus gros entreprises qui fait du transport maritime, a aussi fortement baissé. C'est quand même intéressant, quand on dézoome, on a le S&P 500 qui atteint des niveaux stratosphériques, et on voit bien que la politique de Donald Trump est tournée vers les Amériques, c'est du moins ce que considère le marché. Et de l'autre côté, on prend le plus gros indice européen, du moins celui qui est vachement regardé, le SX5E, qui comprend les 50 plus grosses entreprises européennes, et lui, alors on est toujours sur des niveaux qui sont hauts historiquement, mais la dynamique n'est clairement pas la même. On est sur une dynamique stable, alors que le S&P, lui, est en dynamique très fortement haussière. Quand on pense Donald Trump, on pense bien évidemment énergie fossile et pétrole. Alors, dans l'écosystème pétrole, on a ce que vous connaissez normalement, l'OPEP, qui est une organisation qui regroupe beaucoup d'acteurs producteurs de pétrole dans le monde. On a l'OPEP+, qui englobe encore plus de pays. Et l'OPEP décide, du moins dans leur coin, de la production de barils de pétrole pour contrôler le prix du baril de pétrole, tout simplement. Si on a une offre qui diminue mais une demande qui reste stable, bien évidemment, automatiquement, le prix devrait augmenter et inversement. Alors pour l'instant, on est dans une dynamique relativement faible sur le prix du pétrole parce que la Chine peine à repartir. Il y a un plan de relance pour essayer de contrer ça. Mais on a donc l'OPEP qui gère sa vie, et de l'autre côté, on a les États-Unis, qui sont un des plus gros producteurs de pétrole. En 2022, ils étaient à peu près 18%, l'Arabie Saoudite 12%, la Russie 11%. Donc on a les États-Unis qui ont du pétrole, ils ont du gaz de schiste, ils sont un peu tout seuls, ils ne sont pas dans l'OPEP, donc ils font ce qu'ils veulent. Et Donald Trump a clairement dit qu'il voulait faire repartir la production de pétrole dans le pays. Donc on aura un pays qui ne s'accorde pas avec les autres pour essayer de baisser sa production, rien du tout, il fait sa vie dans son côté. Et donc il va augmenter unilatéralement sa production de pétrole. C'est un gros producteur, donc ça va avoir un impact sur le marché. Et en plus de ça, avec sa politique protectionniste, avec les frais de douane élevés, le commerce maritime qui pourrait baisser, ça veut dire moins de consommation de pétrole chez nos amis les Chinois, et du moins dans les pays en règle générale. Et donc on a une demande qui va baisser, on a une offre qui va augmenter, avec les États-Unis qui vont arriver pleine balle. Donc, les perspectives sur les prix du pétrole ne sont clairement pas bonnes, et c'est pas une très bonne nouvelle pour les pays du Golfe. Alors, on a déjà eu cette
ce schéma de production avec les États-Unis qui y vont pas mal et l'Arabie Saoudite qui a du mal à suivre, du moins les pays du Golfe qui ont des petits problèmes, et on avait eu, à un moment donné, l'Arabie Saoudite qui avait, ou pour se plaindre un petit peu, ils avaient ouvert les vannes et ils avaient fait une production énormissime de pétrole, ils avaient inondé le marché de pétrole, ce qui fait que le pétrole était descendu extrêmement vite, vers 25 dollars le baril, ce qui est très faible, aujourd'hui on est à 70, 71, et donc ça avait calmé les États-Unis, parce que bien évidemment les États-Unis quand même doivent faire du chiffre sur ça, mais pour tout vous dire, on a quand même cette dynamique baissière sur le pétrole, qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, hein, parce que nous on est juste là on consomme du pétrole juste pour les voitures, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir ce que ça peut avoir d'impact aussi sur les autres pays qui dépendent énormément du pétrole pour leurs revenus. Actuellement, le baril du pétrole est à 60-70. C'est quand même historiquement un niveau qui est relativement bas, mais on pourrait aller chercher plus bas si ça continue comme ça et si vraiment il ouvre les vannes sur le pétrole. Parlons un petit peu de l'or. Alors l'or est une valeur refuge qui fonctionne extrêmement bien en ce moment. Quel peut avoir l'impact de l'élection de Donald Trump sur l'or? Refaisons un petit peu le tour du programme de Donald Trump. Donald Trump veut être protectionniste. Donald Trump veut mettre le dollar en hégémonie. Donald Trump a plutôt une politique, même s'il veut faire baisser l'inflation, il a une politique plutôt inflationniste. Qui dit inflation haute veut dire taux élevé plus haut. Donc, on a plusieurs dynamiques sur l'or et c'est pas forcément très clair à étudier et de où va aller l'or. Premier point, on a toujours cette envie des pays émergents de se désolidariser du dollar et donc d'acheter de l'or et de potentiellement créer une monnaie qui est backée sur l'or et non pas sur le dollar. Donc, on a toujours ça et potentiellement avec Trump, cette dynamique devrait s'amplifier étant donné que les États-Unis vont faire sa vie de leur côté et que les autres vont peut-être vouloir se défendre et vivre tout seuls. Donc, plutôt une hausse avec ce point-là. De l'autre côté, on a des taux d'intérêt qui devraient augmenter, une inflation qui devrait augmenter, et quand on a de l'inflation, en règle générale, on se protège de l'inflation avec de l'or, donc achat d'or. Mais de l'autre côté, si on a une inflation qui est élevée, mais ça va, pas trop, mais des taux d'intérêt qui sont élevés, ça peut être plus intéressant d'aller investir sur des taux d'intérêt élevés, qui apportent une certaine sécurité, que d'aller sur un actif risqué comme l'or. Donc ce point-là, plutôt impact négatif sur l'or. Donc vous voyez bien que c'est pas forcément très clair de là où va aller l'or, sa valeur, parce que on a certains points qui disent que ça devrait plutôt le faire monter, d'autres plutôt le faire baisser. On verra bien. Très honnêtement, c'est un peu flou. Alors, au moment de l'annonce de Donald Trump, le marché a baissé. Peut-être dû au fait que les taux et tout ça. Mais ça ne casse pas encore la dynamique qui était très haussière sur l'or. Il faut quand même se dire qu'entre octobre 2023, l'or était à 1600 et aujourd'hui, il est à 2600. Donc c'est énormissime. Ça ne casse pas la dynamique. Il faudra voir dans les prochains jours. L'or, pour être tout à fait honnête, c'est encore un peu flou. Contrairement à l'or, il y a un autre actif risqué qui est potentiellement considéré comme une refuge de valeur, qui, lui, c'est sûr, ça monte, très très belle dynamique à la hausse, et l'élection de Trump a été potentiellement l'étincelle qui va faire que le marché va avoir cette très belle dynamique haussière dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est tout simplement le Bitcoin. Alors pourquoi ? Avant, dans sa première élection, Donald Trump n'était pas forcément très pro-Bitcoin, du moins c'était pas le fervent défenseur. Il était là, mais sans forcément être très actif sur le sujet. Là, ce qui a changé, c'est que, alors potentiellement à des fins électorales, potentiellement, c'est que il savait très bien que la plupart des personnes qui possèdent des cryptos aux États-Unis sont des hommes. L'électorat ciblé par Trump, ce sont des hommes. Et donc, par choix idéologique ou par envie électorale, il a dit, et il a vraiment cette politique en faveur du Bitcoin sur plusieurs points. Déjà, le point de dire, tout simplement dire, je suis pro-Bitcoin, go Bitcoin. Ça peut paraître un peu bête, mais étant donné qu'on est sur un marché où, certes, il y a beaucoup d'institutionnels, mais il y a aussi beaucoup de particuliers et les volumes ne sont pas forcément très élevés sur certaines cryptos, les particuliers ont un impact fort et la philosophie, la psychologie a un impact fort. Donc quand on a un président qui dit ouvertement « je suis pro-Bitcoin », dans le pays le plus important du monde, et bien évidemment, psychologiquement, on se dit qu'on va acheter et donc ça fait augmenter les cours. Un autre point, c'est aussi de se dire que Trump est contre
une monnaie, une crypto d'État qui pourrait faire de l'ombre aux cryptos et qui pourrait aussi faire baisser les libertés parce que ce seraient des crypto-monnaies qui seraient extrêmement contrôlées, etc., etc. Et cetera. Et c'était toujours quelque chose de mal vu par l'écosystème crypto classique. Et donc, le fait qu'il soit contre, plutôt bullish. Troisième point, on a le mining. Donc le mining, c'est tout simplement les mineurs, ceux qui sont sur le Bitcoin ou autre, hein, mais on va parler plutôt du Bitcoin, ceux qui vont valider les transactions, et c'est un peu le nerf de la guerre. Tout le monde peut potentiellement valider les transactions de Bitcoin, mais ce qu'on voit le plus souvent, ce sont d'énormes fermes de minage qui sont situées dans les pays où c'est le plus intéressant de regarder. Ce sont vraiment des fermes qui sont nomades. Donc on avait historiquement pas mal la Chine, en septembre 2029, qui était très très gros producteur. Il y avait beaucoup de mineurs en Chine. La Chine a interdit tout ça, donc ils sont passés à zéro. Et ceux qui ont un peu remplacé la Chine, ce sont les États-Unis. En 2021, en 2019, ils représentaient 4% du minage. En 2021, ils représentent 35% du minage. Et normalement, en 2023, ce serait encore plus. Donc on a vraiment cette dynamique de minage aux États-Unis, avec une production d'énergie fossile encore plus importante, donc pas chère, et donc encore plus de mineurs parce que l'énergie, l'électricité, c'est le nerf de la guerre pour les mineurs, et donc encore plus de mineurs aux États-Unis. Si on est dans un écosystème qui va vers l'avant, avec potentiellement des taxes qui sont moins élevées pour les mineurs, etc., etc., bref, ça développe l'écosystème et ça influe sur le prix du Bitcoin. Autre point qui peut être aussi à prendre en compte, c'est de se dire que Musk a toujours été pro-Bitcoin, que Trump est ami avec, par exemple, le président du Salvador qui est pro-Bitcoin, avec Milley qui est pro-Bitcoin. Donc c'est tout un écosystème de personnes pro-Bitcoin qui peuvent pousser et qui peuvent aussi potentiellement manipuler le marché pour à des gains, à des profits, à des vues financiers plutôt, et donc faire augmenter le Bitcoin. Pour l'instant, et ce qui est assez impressionnant, sur le Bitcoin, on est à presque 80 000 $, ce qui, là on est totalement en all-time high, donc vraiment des tops de marché. Ça n'a jamais été vu avant. Et on continue cette dynamique, on a des bougies énormes. Au moment de l'élection de Trump, le Bitcoin a pris quand même 9%, ce qui est énorme. Mais voilà, on est toujours sur un marché jeune, avec des volumes relativement faibles par rapport au marché equity classique. Et donc les particuliers peuvent avoir un impact. Les annonces des politiques peuvent avoir un impact vraiment direct sur le marché. Si par exemple demain Musk décide de réaccepter le paiement en Bitcoin pour ces Tesla, potentiellement ça peut avoir un très bon impact. Donc pour le Bitcoin, tout va bien, on verra bien si c'est que le Bitcoin qui en profite ou si aussi les altcoins vont en profiter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'élection de Donald Trump, ses potentiels impacts dans le futur sur pas mal d'aspects, que ce soit pour uniquement les Américains, mais aussi les Européens. Très honnêtement, c'est pas une très bonne nouvelle pour les Européens, ce qui se passe avec Trump, économiquement parlant. Alors après, il y a des choses dont on n'a pas discuté, par exemple le militaire avec l'OTAN qui ne rentre pas dans l'aspect économique mais qui va avoir un impact. Je vous laisse regarder un peu de votre côté. Si vous voulez avoir les articles de tout ce qu'on a regardé aujourd'hui, il y aura un lien en Notion dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'article, bien évidemment. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À toutes.